Taschereau, membre de ce comité, lui avait à déclarer: « C'est un principe de droit bien établi que l'on ne peut conférer une compétence simplement par consentement mutuel. Aucun de ces organes ne peut être investi directement ou indirectement des pouvoirs que l'acte de l'Amérique du Nord britannique lui a refusés et qui, par conséquent, n'entrent pas dans sa compétence constitutionnelle. » Le juge Rand, membre également de ce comité, dira ceci: « Peut-on sérieusement imaginer que le Parlement impérial a entendu au sens implicite du pouvoir de déléguer introduire la délégation réciproque de l'un à l'autre? Ces cas, dit-il, ont été créés pour les seuls besoins de la Constitution, au terme de laquelle chacun, selon les traditions et les conventions du régime parlementaire anglais, devait légiférer conformément à ses débats et à son jugement sur des matières qui lui avaient été assignées à lui et à nul autre. En déduire implicitement le pouvoir de déplacer ces débats et ce jugement de l'un à l'autre revient à permettre l'avènement du principe de transfert. Proposition en matière de compétences est absolument étrangère à la conception d'une organisation fédérale. À cela, ajoutons, pour vous épargner du temps, et épargner de longues lectures, les juges Kerwin, les juges Kellock, Esty et Fauteux rendirent aussi chacun des opinions entièrement concordantes. Lord Watson ajoutera: « Le Dominion ne peut donner ou abandonner compétence à la province. Le Parlement provincial ne peut donner compétence législative au Parlement du Dominion. » Cela rend très clair le fait que les compétences du provincial, qui sont exclusives au provincial, ne peuvent être déléguées au fédéral, et les pouvoirs exclusifs du fédéral ne peuvent être délégués au provincial. La taxation directe appartient uniquement aux provinces, et le fédéral est en mépris de cour lorsqu'il collecte encore des impôts qui sont sous la juridiction et la compétence provinciale. Et à ceci, ajoutons maintenant des documents supplémentaires. Dans un document appelé Tax Collection Agreement, la section 8 de l'acte d'arrangement fiscal provincial nous dit ceci: l'acte d'arrangement fiscal provincial donne pouvoir au ministre des Finances de conclure des arrangements de collection avec les provinces qui imposent aux individus et aux corporations. Mais il y a plus encore. M. Robert Marquis X, comptable agréé de Revenu Canada, dans une discussion qu'il eut, ou dans des documents par poste qu'il eut, avec M. Jim Denning, alors trésorier provincial pour l'Ontario, reçut de ce dernier un document qui est fort intéressant. Il lui dit ceci, il lui dit: la collection ou l'imposition, l'accord de la collection de l'imposition, plus formellement appelé le mémorandum sur l'accord de l'administration fédérale des finances datant de 1961. L'accord couvre les impôts personnels pour toutes les provinces à l'exception du Québec. Le Québec, l'Ontario et l'Alberta collectent leurs propres taxes des corporations. Le gouvernement fédéral collecte les taxes des corporations en provenance d'un accord fait avec les autres provinces. Le Québec est donc exclu de cette collection d'impôts. En vertu de cette décision de la Cour suprême de 1950, la taxation fédérale directe peut donc être qualifiée d'illégale, d'inconstitutionnelle,
elle peut être qualifiée d'ultra-virès et également elle peut être qualifiée en mépris de cour. Combien de fois n'entendons-nous pas dire par des citoyens ou des hommes d'affaires qui se plaignent qu'après avoir payé leurs impôts, il ne leur reste plus rien? Combien d'hommes d'initiative ont perdu toute motivation au travail ou à l'expansion dans le domaine des affaires, dû au fait que le fruit de leur travail est perdu par des impôts qui les conduisent souvent, hélas, à la faillite, parfois perdant tout jusqu'à la résidence qui constitue le patrimoine essentiel à la vie familiale. Dans un système où l'argent est créé à partir de rien, quel est le vrai rôle des impôts? En 1946, dans un journal titré American Affairs, Birchley Rummel, alors président de la Banque fédérale de réserve de New York, écrivit un article des plus révélateurs. Rummel est celui qui avait mis au point le système de retenue automatique durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était donc évidemment bien qualifié pour parler de la nature et du but de l'impôt sur le revenu. Son texte avait pour audacieux titre « Les impôts sur le revenu sont dépassés ». Rummel expliqua qu'étant donné que la Banque fédérale de réserve peut créer tout l'argent que le gouvernement a besoin à partir de rien, il ne lui reste plus que deux raisons pour prélever les impôts. La première était de combattre l'élévation des prix en réduisant chez les gens leur pouvoir d'achat. La deuxième raison, selon Rummel, est la redistribution de la richesse d'une classe vers l'autre. Cela doit être fait, dit-il, au nom de la justice et de l'équité sociale. Mais la vraie raison, nous dira Rummel, c'est de dominer le marché libre et d'amener la société sous le contrôle des maîtres planificateurs. Nous avons vu que le sénateur Nelson Aldrich fut un des créateurs du système de réserve fédérale. Ce n'est donc pas surprenant, à la lumière de la nature de ce cartel et des intérêts qu'il représente, que d'entendre que M. Aldrich fut également un des principaux responsables de l'impôt sur le revenu fédéral américain. Ces deux hideuses créations fonctionnant ensemble pour le contrôle de la vie économique et sociale de la société ont bien sûr un bien meilleur résultat travaillant ensemble qu'aucun d'eux isolément. Le mécanisme magique ou mandrake, le mécanisme Mandrake de la Banque fédérale de réserve n'a rien d'uniquement américain. Il a été exporté dans la majorité des pays civilisés et le Canada ne fait pas exception. Les politiques d'austérité, les couvertures de réduction de dépenses, les compressions budgétaires avec tout son cortège de conséquences désastreuses sur la vie sociale et familiale n'ont rien de nouveau sous le ciel. Et pourtant, les hommes en noir sortent gagnants en temps de guerre autant qu'en temps de paix. Leur rôle est de créer de l'argent-dette et d'asservir les peuples qui continuent témérairement, naïvement ou avec complicité de croire qu'ils peuvent rembourser leurs pays et leurs besoins monnayés en crédit et en payant en surplus du capital des intérêts qui sont non le produit de la consommation, mais du passage du temps qu'eux se sont appropriés.
Les quartiers maîtres du Fonds monétaire international sont localisés à Washington, D.C. De l'autre côté de la rue se retrouve la Banque mondiale. Que sont ces organisations et qui les contrôle? Il faut retourner quelque peu dans le temps, jusqu'à la Première Guerre mondiale, à un moment où les peuples en ont assez de la guerre. Alors, sous la couverture de la paix, les banquiers internationaux élaborèrent un plan pour consolider leur pouvoir en réclamant un gouvernement international qui mettrait fin aux guerres. Pour ce faire, ils proposèrent une structure gouvernementale à 3 jambes, soit une banque centrale mondiale du nom de Banque d'établissement international. Deuxièmement, un système judiciaire mondial appelé Cour mondiale, localisé à Hague dans les Pays-Bas. Et troisièmement, une législature mondiale appelée la Ligue des Nations. Dans son livre « Tragédie et espoir », l'historien Carroll Quigley de l'Université de Georgetown écrit « La croissance du capitalisme financier rendit possible une centralisation du contrôle économique mondial et l'utilisation de ce pouvoir pour le bénéfice direct des financiers, mais au détriment indirect de tous les autres groupes économiques. » Les pouvoirs du capitalisme financier détenaient dans un plan à long terme rien de moins que de créer un système mondial de contrôle économique dans des mains privées avec la capacité de dominer le système politique de chaque pays et l'économie de la planète entière. Ce système devait être contrôlé d'une manière féodale par les banques centrales du monde, agissant de concert par des accords secrets lors des réunions et conférences. Le haut de ce système serait la Banque d'établissement international, située à Bâle, en Suisse, une banque contrôlée et qui appartient à des corporations privées. Chaque banque centrale est appelée à dominer son gouvernement par son contrôle sur les prêts du Trésor, manipuler les échanges étrangers afin d'influencer le niveau des activités économiques du pays et d'influencer les politiciens coopérateurs par des récompenses économiques dans le monde des affaires. Les États-Unis résistèrent aux pressions jusqu'en 1994. La Banque pour l'établissement international demeura secrète et cachée. Ils occupent maintenant une bâtisse circulaire de 18 étages connue sous le nom anglais de The Tower of Babel pour être semblable à The Tower of Babel, qui ne se dit pas malheureusement en français, puisqu'il s'agit de la tour de Bâle, à l'épreuve complète du feu et des explosions atomiques, avec sa propre hôpital et 20 000 de long d'archives souterraines. En 1944, à Bretton Woods, New Hampshire, on approuva le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La deuxième Ligue des Nations, redéfinie ou renommée Nations Unies, fut approuvée en 1945.
toutes les oppositions d'avant la guerre s'étaient, comme par magie, évaporées, telles que planifiées, bien sûr, modelées sur le statut souverain de la Cité à Londres. Le Fonds monétaire international jouira de la totale immunité des procédures judiciaires. Ses propriétés et ses avoirs, où qu'ils soient, seront immunisés de confiscation, de fouilles, d'expropriation, de saisie par toute forme législative ou exécutive. Ses officiers et son personnel seront immunisés contre toute procédure légale. Aucune taxation ne sera prélevée. Le bonheur parfait. La Banque mondiale ainsi que la Banque d'établissement international se voient sous de tels privilèges, quasiment les mêmes que vous et moi. Ces nouvelles organisations ne sont que des répétitions, des copies conformes à l'échelle mondiale de ce que fut l'acte de la Banque fédérale de réserve de 1913 et l'acte bancaire de 1935. Ils ont créé un cartel bancaire composé des banques centrales mondiales en prenant graduellement le contrôle et le pouvoir de dicter les politiques de crédit aux banques nationales. Avec de tels contrôles, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque d'établissement international et la Banque mondiale peuvent contracter ou expansionner les crédits au monde entier selon les caprices et les intérêts de leur vouloir. Ceci signifie également, surtout depuis l'accord du 8% de réserve bancaire de 1988 dans une petite ville de la Suisse nommée Bâle, que par quelques manigances habiles, un seul homme, un homme, pourrait arriver à dominer ce petit groupe de dictateurs. La crise financière du Mexique et du Japon sont des résultats de ces changements dans la politique monétaire internationale capables de jeter l'économie entière d'un pays par des règles ajoutées qui n'ont rien à voir avec quelque forme de vie et de dignité humaine possible. Faire tomber les marchés, voilà le nouveau jeu des titans intellectuels, des maîtres de l'argent artificiel. Il est important ici de prendre note qu'un transfert radical du pouvoir prend place à mesure que les nations deviennent les serviteurs d'une seule banque appelée la Banque centrale mondiale supranationale.
Cette pénétration des nations souveraines et indépendantes par les créateurs d'argent a une longue tradition. Premièrement, par prêt fictif partiel à des gouvernements déshonnêtes. Deuxièmement, collection d'intérêts comme fardeau sur le peuple. Malgré toute la rhétorique des prêts pour le développement et la réduction de la pauvreté, le résultat du Fonds monétaire international et près de la Banque mondiale demeure un persistant transfert de richesses des nations endettées vers les créateurs d'argent des banques centrales et la Banque mondiale. En 1992, par exemple, les nations endettées du tiers-monde qui avaient emprunté de la Banque mondiale payèrent 198 millions de dollars de plus à la Banque mondiale et aux banques centrales des nations développées pour des buts du Fonds monétaire mondial que l'argent reçu de la Banque mondiale. Davantage de prêts ne fait qu'augmenter la dette permanente en échange d'un soulagement temporaire de la pauvreté causée par des emprunts antérieurs. Chaque mois, depuis 1982, l'argent payé pour la dette du tiers-monde aux banques étrangères se totalise à environ 6,5 milliards en paiement d'intérêts seulement. Si on devait ajouter le capital, le tout monterait à 12,5 milliards de dollars par mois, plus que les dépenses du tiers-monde pour la santé et l'éducation, sachant que la dette totale du tiers-monde est d'environ 1 000 milliards de dollars. En 1992, la dette extérieure de l'Afrique avait atteint 290 milliards, 2,5 fois plus élevé qu'en 1980, élevant à grande vitesse le taux de mortalité infantile, le chômage, élevant les problèmes d'habitation et de santé en général. Cet état de choses poussa l'une des têtes d'État africaines à demander « Devons-nous payer ces dettes avec la vie de nos enfants ?» Aussi tragique que cela puisse sembler, la réponse des perfides, des tyrans, des exploiteurs du vent, des décideurs de vies humaines, des dispensateurs des biens naturels, des possesseurs des richesses de la terre, fut un radical oui. En 1997, les 441 personnes les plus riches au monde possédaient plus de biens que la plus pauvre moitié de la terre, soit 2,4 milliards de personnes. Un proéminent politicien brésilien décrit la situation dans ces mots. « La Troisième Guerre mondiale est déjà commencée, dit-il. C'est une guerre silencieuse, mais pas moins sinistre pour cela. Cette guerre est à abattre le Brésil, l'Amérique latine et pratiquement tout le tiers-monde. Au lieu des soldats qui meurent, ce sont des enfants. C'est une guerre sur la dette du tiers-monde, une guerre dont l'arme principale est l'intérêt sur l'argent. Une arme plus mortelle, dit-il, que la bombe atomique, plus destructive qu'un rayon laser. Maintenant, les nations sud-est de l'Asie ont été placées en contrôle du FMI, suivant les traces de l'Europe, de l'Est et de la Russie. L'accroissement des prêts du FMI à la Chine resserre graduellement le nœud coulant sur la seule grande puissance qui n'est pas encore, comme le disent certains, directement régularisée par les créateurs d'argent
Ils auront donc atteint leur objectif de globalisation, réalisant alors la prophétie du prophète Daniel, prophétie biblique de l'Ancien Testament. On a fait dernièrement une promotion agressive d'un traité appelé l'accord multilatéral sur les investissements, sous le nom de l'AMI. Cet accord a été négocié dans le plus grand secret par l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation pour la coopération économique et de développement. Cette organisation comprend 29 nations et a ses assises à Paris. Elle prend ses sources au Conseil américain pour les affaires internationales qui recruta alors le gouvernement des États-Unis comme cheval de départ. Elle gagnera alors le support des banques internationales et des corporations multinationales. L'AMI n'est pas autre chose que l'action camouflée, mais envahissante des globalistes. C'est une sorte de charte des droits pour les banquiers internationaux ainsi que les corporations multinationales